Bonjour, pour ce deuxième cours sur l'optique géométrique, on vient parler de la réflexion des rayons lumineux par des surfaces. Donc pour ça, ici j'ai un objet qui peut émettre plusieurs rayons lumineux, j'en aurai 4 en tout. On commence avec un seul et on peut voir que si je regarde à différents points, qui correspondraient en fait à différents rayons lumineux envoyés par l'extrémité de mon objet qui est une flèche dans ce cas-ci, on va aller regarder en fait l'angle impliqué dans la réflexion. Donc premièrement, en optique géométrique, quand on parle d'un angle, on va toujours utiliser celui qui est par rapport à la normale par défaut. C'est certain qu'éventuellement, je pourrais définir un angle par rapport à une surface, un miroir, mais par défaut, quand je vais vous parler de l'angle d'incidence, c'est par rapport à la normale, qui est une ligne perpendiculaire à la surface du miroir ou de quoi que ce soit d'autre qui pourra être utilisé. Et la loi de la réflexion, c'est que l'angle va être le même pour le rayon incident que pour le rayon réfléchi, dans les deux cas, par rapport à la normale. Donc, peu importe où est-ce que je me place, si je m'en viens vraiment vis-à-vis mon point initial, mes deux angles sont très très petits, plus je m'éloigne, à ce moment-là, les deux angles deviennent de plus en plus grands. Et on va avoir ça pour plusieurs rayons émis par mon objet qui vont finir par former une image. Mais pour former mon image, ça me prend quelque chose de particulier. Il faut que tous mes rayons soient vraiment réfléchis de la même manière. Et pour ça, on arrive à distinguer deux types de réflexion, qui vont en fait dépendre du type de surface qui va réfléchir la lumière. Donc, si on a une surface rugueuse, qui est une surface plus normale, qui n'est pas parfaitement lisse, on peut penser à un mur blanc ou vraiment n'importe quelle surface qui ne serait pas absolument noire va réfléchir un petit peu de lumière. Mais en n'ayant pas une surface rugueuse, les normales sont orientées dans n'importe quelle direction. Donc, les rayons, même s'ils arrivaient parallèles initialement, même si les rayons incidents étaient parallèles, les rayons réfléchis vont partir dans n'importe quelle direction. À ce moment-là, je ne serai pas capable d'avoir quelque chose de cohérent qui va revenir à mon œil. Donc, les réflexions diffuses ne forment pas d'image qu'on peut vraiment observer. Pour former donc une image, ça me prend une surface qui va être lisse, qui va permettre à un faisceau qui arrive parallèlement, donc un faisceau c'est plusieurs rayons ensemble, de repartir parallèlement aussi. C'est ce qui se passe quand j'ai ma simulation ici, j'ai vraiment un miroir qui va être lisse, donc parfaitement lisse. Toutes les normales sont orientées dans la même direction, donc la réflexion faite par les différents rayons de mon objet va être cohérente, va permettre éventuellement à mon observateur d'observer une image. Pour ça, il faut que mes différents rayons réussissent à parvenir à l'observateur et j'aurai donc une image faite par mon miroir plan. Donc cette image-ci, vous devez la compléter dans vos diapositives. On va y aller un peu plus tranquillement que ce que je viens de faire. Donc je commence par enlever l'angle qui n'est pas utile a priori une fois qu'on a placé l'image. Et on va commencer un rayon à la fois. En fait, deux rayons à la fois. Pour être capable de placer mon image, il faut encore que j'ai deux rayons qui vont partir du même endroit et que je fais parvenir dans mon œil. Donc, je vous rappelle, j'avais dit en classe, je crois que pour vrai, il faut que ça aille dans la pupille. Mais là, si je veux les distinguer un petit peu dans mes schémas, je vais les mettre d'un bord à l'autre de l'œil. Et c'est là où le prolongement des rayons vient se croiser, qu'on forme l'image. Donc, ici, par un miroir plan, c'est des prolongements de rayons, donc c'est une image qui va être virtuelle. Et je fais la même chose pour l'autre extrémité de mon objet. Donc, j'ai mes rayons qui parviennent aussi à mon œil et le prolongement de mes rayons me donne l'image virtuelle. Bien entendu, c'est facile ici, j'ai ma programmation, j'ai mon logiciel qui me donne des bons angles de réflexion. Pour vous, ce ne serait pas nécessairement si facile à placer que ça. L'ordre dans lequel vous devriez placer vos rayons, c'est d'aller placer l'image en premier et ensuite de compléter avec les prolongements et avec les rayons qui vont jusqu'à l'œil, comme on faisait au premier cours. Ce que vous pouvez remarquer ensuite, c'est que l'image qui est ici est vraiment symétrique par rapport à l'objet. Il y a un axe de réflexion par rapport au miroir. C'est pas un mot utilisé par hasard. Donc, on peut regarder comment ça se fait que c'est exactement à la même distance. Pour ça, je vais cacher certains des rayons. Je vais juste en garder deux. Donc, ici, j'ai mes deux rayons qui partent de la pointe de ma flèche.
Et ce qui va se produire, c'est qu'en ayant le même angle en haut et en bas de la normale pour chacun de mes rayons, c'est-à-dire que c'est deux angles différents. C'est un angle différent pour le rayon rouge que pour le rayon orange, mais pour le rayon orange en haut et en bas, c'est le même angle. Pour le rayon rouge en haut et en bas, c'est le même angle. Ça fait en sorte que le prolongement de mon rayon qui va jusqu'à l'œil devient vraiment symétrique par rapport à mon rayon initial. Puis à ce moment-là, si le rayon lui-même est symétrique, le point de croisement va aussi être symétrique. Donc, l'image est placée de manière symétrique par rapport à mon objet. Et c'est vrai pour n'importe quel rayon. Une autre chose qui est intéressante, que vous n'aurez pas à dessiner en plus dans votre schéma, dans vos notes de cours, c'est que si je déplace mon observateur, tant que je ramène mes rayons à l'œil, l'image va rester placée au même endroit. Donc, on a vraiment une image qui est bien définie, qu'on peut placer indépendamment de où l'observateur est, et ensuite on pourra compléter nos prolongements et nos rayons qui arrivent jusqu'à l'œil, et on sait que la position exacte de l'observateur ne dérange pas. Dernier petit exemple. Voilà, donc toujours mon image à la même place. Il me reste quelques technicalités à vous dire sur cette image-ci. Pour commencer à introduire les variables qu'on va utiliser. La distance entre l'objet et le miroir va porter la lettre P et la distance entre l'image et le miroir va porter la lettre Q. Dans le cas d'une image virtuelle, on va toujours avoir une valeur de Q qui va être négative. Dernière chose à mentionner, quand on décrit les images, oui, on peut dire qu'elle est réelle ou virtuelle, mais on peut aussi dire si elle est droite ou inversée. Dans ce cas-ci, la flèche pointe par en haut, la flèche pointe par en haut, ça va être une image qu'on va dire droite, ce qui veut dire pas inversée. Pour les prochains schémas, puisqu'on sait maintenant que l'image est à la même place, peu importe où se place l'observateur, on va pouvoir diminuer un petit peu le nombre de rayons qu'on trace, ce qui va alléger nos schémas. Donc en fait, on aurait besoin seulement d'un rayon par extrémité de mon objet. Et si j'ai placé mon image correctement, ben, ça me permet de tracer un rayon qui va jusqu'à l'observateur. À la limite, selon les circonstances, des fois on ne voudra même pas regarder la base de l'objet, puis on pourrait regarder seulement un rayon. La plupart du temps, dans les miroirs plans, on va vouloir avoir au moins deux rayons, soit les limites de l'objet. On vient maintenant regarder ce qui se passe si on a plusieurs miroirs plans, plutôt que juste un. On peut voir, bon, ici j'ai un objet qui est juste une petite rondelle verte, on peut voir que l'objet va avoir son image faite par chacun des miroirs, bien entendu, de la manière simple qu'on vient juste d'expliquer. Mais il y a aussi une autre image qui est comme cachée derrière la jonction des deux miroirs dans ce cas-ci. Ici, les miroirs qui sont à 90 degrés. Et ici, ce qui a l'air d'être un autre miroir, ben, en fait, c'est la réflexion de ce miroir-ci dans ce miroir-là. Même chose pour le miroir qui a l'air d'être ici. En fait, c'est la réflexion de ce miroir-ci dans ce miroir-là. Et ce phénomène-là, on va le retrouver à chaque fois qu'on vient coller deux miroirs l'un proche de l'autre. Et selon l'angle qu'il y a entre les miroirs, ça va changer le résultat. Donc ici, j'ai un angle de 60 degrés entre les miroirs. Et j'ai encore plusieurs fois les réflexions d'un miroir dans l'autre. Et j'ai donc plusieurs images. J'ai mes deux images directes, bien entendu. Puis maintenant, j'en ai 3 de plus. Si je m'en vais avec 45 degrés, ben, j'ai encore beaucoup de réflexions de miroirs dans le miroir. Et j'ai mes deux images directes et je suis rendue avec 5 images complexes, si on peut dire. Donc, images multiples qui sont faites à partir de avec plusieurs réflexions. On va aller voir comment tracer cette situation-là avec seulement deux miroirs à 90 degrés, donc seulement une image plus complexe. Pour commencer, le premier schéma que vous devez compléter, c'est plus facile, c'est les deux images directes. Donc pour l'image 1, on sait qu'on peut venir la placer de manière symétrique par rapport à mon miroir vertical. Et ensuite, pour mes rayons, je les complète. Donc je pars
de la pointe de mon image et je m'en viens jusqu'à mon observateur. Même chose pour en bas, je pars de la pointe de mon image, je m'en vais jusqu'à mon observateur et là, je peux venir compléter le rayon objet qui est ici et compléter le rayon objet qui est là, qui est très très proche du rayon image dans ce cas-ci. On va un petit peu mieux voir les rayons pour la deuxième image. Donc la deuxième image, c'est par l'autre miroir. Donc je m'en vais par en bas, symétrique, donc à même distance de chaque côté. Et pour mes rayons, encore une fois, je pars de mon image, je m'en vais jusqu'à mon observateur. Et ici, je viens rejoindre l'objet avec le point d'intersection sur le miroir. Donc pour le rayon à la pointe de la flèche, je pars de mon image, je m'en vais jusqu'à l'observateur et avec le point d'intersection entre le rayon image et le miroir, je m'en vais jusqu'à mon objet. Donc ça, c'est mes deux premières images, mes images directes. Pour la troisième, ça va être un peu plus complexe. Elle va être rendue ici. Donc j'ai ajouté ici, vous pouvez voir, les réflexions des miroirs dans les autres miroirs. Donc la ligne ici, c'est la réflexion du miroir horizontal dans le miroir vertical. Je l'ai flippé de l'autre côté. Et la ligne qui est ici, c'est la réflexion du miroir vertical dans le miroir horizontal. Donc je l'ai flippé par en bas. Ces deux lignes-là agissent comme des miroirs. Quand on les regarde dans la photo, on a l'impression que c'est d'autres miroirs qu'on voit. Donc ils se comportent exactement comme ça. Donc mes images, que ce soit la première image que j'avais faite en haut ici ou la deuxième image que j'avais faite en bas, chacune va venir être reflétée par une image d'un miroir. Et ça me donne mon image plus complexe, donc ma troisième image dans ce cas-ci. Pour tracer ces rayons, c'est un peu plus de sport. On va enlever les autres rayons. Donc là, ce serait votre deuxième partie dans la feuille. Première étape, je pars de mon image, je m'en vais jusqu'à mon observateur. Ensuite, je vais encore chercher mon point d'intersection. Mais mon point d'intersection, là, je peux voir assez facilement qu'il ne peut pas aller directement à mon objet. Ça, c'est le rayon qui va à la pointe de la flèche. S'il va directement à mon objet, c'est un angle tout croche ici, ça ne respecte pas la loi de la réflexion. Pour respecter la loi de la réflexion, il faudrait qu'il s'en aille quelque part par là-bas. Quelque part par là-bas, en fait, ça s'en va à la pointe ici. Donc, en essayant de respecter la loi de la réflexion, je m'en vais vers une de mes premières images que j'avais. Et ensuite, à partir de ces points d'intersection-là, je regarde si je suis capable d'aller jusqu'à mon objet puis que ça a de l'allure. Dans ce cas-ci, oui, ça a de l'allure, ça va respecter la loi de la réflexion. Donc, les images qui ne sont pas les deux premières, ça va toujours être comme ça, plusieurs réflexions successives dans les miroirs. Donc, dans ce cas-ci, une par le miroir vertical en premier à partir de l'objet, puis finale par le miroir horizontal avant d'arriver à l'observateur. Nous avons donc tracé cette situation-ci, deux miroirs à 90 degrés l'un de l'autre, deux images directes si on veut, une image plus complexe. Et je vous demande de vous essayer autant que possible à faire cette situation-ci, donc des angles de 45 degrés entre les deux miroirs, donc entre chacune des réflexions des miroirs aussi, et de tracer les images que vous pourrez. Vous ne vous rendrez peut-être pas à la dernière, essayez-en au moins quelques-unes pour bien comprendre le principe. La dernière chose qu'il me reste à vous montrer, c'est les indices un petit peu dans les numéros qui suivent, qui sont votre liste d'exercices du Benson. Pour le premier numéro, je vais vous montrer un petit peu une animation de ce que ça représente. Donc, j'ai un miroir ici, un rayon incident avec un certain angle qui sera θ dans votre numéro. Et mon miroir, je peux le faire tourner comme ça. Et on voit que quand le miroir tourne, le rayon réfléchi tourne beaucoup plus vite